L'association des journalistes lesbiennes, gays, bi, trans, dit LGBT, publie un kit à l'intention des journalistes pour, je cite, informer sans discrimination. L'objectif du kit est d'imposer aux journalistes la façon de traiter des questions souvent perçues comme délicates. Il faudra à l'avenir plus parler de famille normale, mais de famille hétéroparentale. Nous arrêterons ici cette liste de conseils en forme d'ordre aux journalistes, faute de temps et surtout faute d'intérêt. D'ailleurs, pendant qu'on y est, l'actualité en bref. L'actualité en bref maintenant. Bonjour chers internautes, je suis très heureux de vous retrouver pour ce numéro 6 de Nos chers vivants. Aujourd'hui une émission consacrée à la France de Gérard Depardieu. Gérard Depardieu était, comme le disait François Truffaut à propos de Claude Sautet, français, français, français. Il est en quelque sorte le révélateur de la France de ces 40 dernières années. Et j'ai souhaité lui rendre hommage au grand Gérard, au grand Gégé, pour nous faire une idée de sa vie, de sa filmographie et savoir un petit peu mieux, de façon un peu plus intime, ce qui le caractérise. J'ai invité deux personnes pour parler de cette France de Gérard Depardieu. Olivier Daza, bonjour. Olivier Daza. Olivier Daza, vous êtes scénariste, dialoguiste de plus d'une trentaine de films. Vous avez notamment scénarisé Podium, Himalaya, Le vélo de Guylain Lambert, 4 étoiles, Le chemin de l'école, mais aussi Astérix aux Jeux Olympiques en 2008 avec Gérard Depardieu. Vous avez été le préfacier, le co-auteur du livre de Gérard Depardieu, Lettres volées, publié chez Segers en 1988. Chez Lattès. Ah, chez Lattès, en 1988. J'avais fait un livre sur Depardieu chez Segers. Ah, d'accord, très bien. Richard Millet, vous êtes écrivain, auteur de nombreux ouvrages. Le dernier s'intitule Le corps politique de Gérard Depardieu, publié aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Et vous nous direz ce que revêt le corps politique de Gérard Depardieu, qui peut sembler un titre un peu iconoclaste. Mais tout de suite, pour se faire plaisir et pour rendre hommage à Gérard Depardieu, je vous propose de regarder un extrait d'Uranus de Claude Berry, 1990. On se retrouve tout de suite après. Léopold. Laisse-moi. Mais qu'est-ce que t'as? Ah, m'emmerde pas, je te dis. Mais les gendarmes sont là, ils viennent pour perquisitionner. Ils recherchent Maxime loin. Ah bah tout le monde la saute alors, tout le monde saute ces deux lettres. Bon, alors allons-y, continuez. Qu'est-ce qui se passe? On recherche Maxime loin. Mais il est pas chez moi. Ah, il est pas chez toi? Venir chercher un collabo chez un résistant, ça c'est la meilleure. Toi, Léopold, un résistant. Première nouvelle. Si je voulais raconter tout ce que j'ai fait, tiens, personne ne le sait, mais jusqu'à la Libération, j'ai eu un juif comme garçon de café. Il arrêtait pas de me casser les verres. J'ai failli le virer à coup de pompe, mais je me suis retenu. Je me suis dit non, Léopold, t'as pas le droit. Un juif, par les temps qui courent, c'est sacré. Comme s'il avait besoin d'un garçon de café dans mon établissement. Allons. Dis donc, il marchait pas mal ton petit établissement. Les Boches, ils connaissaient bien l'endroit. Combien de fois j'ai pissé dans leur bouteille de blanc? Ton juif, hein, il était pas si juif que ça. C'était ton neveu. Et alors? On n'a même plus le droit d'avoir un neveu juif. À la gendarmerie, on n'est quand même pas gentil avec ce pauvre Léopold. Il suffit que le premier coco venu me dénonce et vous en demandez pas plus. Celui qui est venu me dénoncer, vous savez ce qu'il vaut, mais vous avez peur de lui. Quand il a fait virer les Jacquelin de leur logement pour venir s'installer à leur place, personne n'a bronché. Personne n'a porté plainte. La gendarmerie n'a pas à intervenir. Allons. Ah, les cocos. Pas du monde bien intéressant, tous ces gens qui tournent autour de la veuve d'Hector. Moi, j'aurais honte. J'arrive au palais de Pyrrhus, je vois Andromaque en pleurs et je lui dis passez-moi Astyanax, on m'a filé en douce. Passez-moi Astyanax, on va filer en douce.
Voilà, donc Uranus de Claude Berry, 1990. On reconnaît évidemment Gérard Depardieu. D'autres acteurs figurent évidemment dans ce film. Philippe Noiret, Jean-Pierre Mariel, Daniel Lebrun, Gérard Desarthe et beaucoup d'autres. C'est un film qui a compté dans la carrière de Gérard Depardieu. Il l'a entamé juste après Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau. Première question que j'ai envie de vous poser, Olivier Daza, puisque vous connaissez intimement Gérard Depardieu, vous le connaissez en tout cas un petit peu, vous avez tourné avec lui, vous avez écrit un livre avec lui, vous avez écrit un livre sur lui. Pourriez-vous nous donner quelques anecdotes qui révèlent le personnage qui finalement est assez emblématique dans l'extrait qu'on a vu, le poète, l'alcoolique, l'anticonformiste. Qui est Gérard Depardieu à la ville? Gérard Depardieu, on peut dire que c'est le Nil. Il charrie tout à la fois en lui le pire et le meilleur, et bien d'autres choses. Il y a 2 ou 3 choses que je sais de lui, humblement. La façon dont on s'est rencontrés, c'était à l'occasion où j'étais jeune homme et je m'occupais d'un journal de cinéma. Cinématographe. Voilà. Et c'est un peu cru, mais comme le dit si bien Richard, et puis avec Depardieu, on est toujours un peu cru. Et rotant, donc je serais cru, et je m'en excuse auprès de nos téléspectateurs, mais je viens l'interviewer, ça se passe où j'étais quand même très impressionné, ça se passe de manière assez corsetée, et on évoque le théâtre, et il nous dit mais le théâtre, c'est presque impossible pour moi, parce que avec ce que je gagne avec le cinéma, à faire du théâtre, ça me pose des problèmes fiscaux. Et puis il dit, puis non, vous avez raison, ça me fait chier, dans le fond, je ferai du théâtre, et puis de toute façon, j'ai un trou de balle, ils pourront pas m'en faire 2. C'est à quoi je lui réponds, oui, mais ils peuvent agrandir le premier. À ce moment, il m'a regardé, il m'a fait comme ça, il fait et il a eu confiance. ça a été l'adoubement. Ça, c'est tout à fait le regard de Depardieu, d'ailleurs, que vous faites. Hein. Exactement ça. Mais je l'imite moins bien que vous. Mais... Ça sera pour une prochaine émission. Oui, peut-être. Alors, deuxième anecdote. Une anecdote assez amusante, c'était à l'époque où j'avais rendez-vous avec lui, à l'époque où il habitait à Bougival pour travailler sur le livre. Et j'arrive, il avait fait une table blanche, presque un hôtel, et il avait mis 3 bouteilles à intervalles très, très réguliers. Et il me dit, oui, cet après-midi, on va se faire plaisir. Et il ouvre une bouteille de vin, il me sert du vin, et je mets tout de suite le verre à ma bouche. Et il m'arrête, il me fait, mais t'es fou, c'est la gorgée, t'as 3000 francs. Et il m'explique que ça va pas comme ça, puis il me montre comment prendre sa première gorgée de vin. Lentement, d'abord avec le nez, et puis évidemment, 1 heure après, il s'était transformé en Jean-Pierre Papin à la mi-temps d'un match de football, et les bouteilles de vin ne ressemblaient plus qu'à des bouteilles d'Évian. Et ensuite, il me raccompagne chez moi. Et il était déjà bien, et il roulait assez vite, à 130 à l'heure. Et à ce moment-là, je mets ma ceinture, et il se tourne vers moi, il fait « T'as pas confiance ?» Alors là, j'ai dit si, j'ai pas touché à ma ceinture, mais j'ai vu les titres du Parisien libéré. Gérard Depardieu accidenté, blessé légèrement, puis en bas de note, mon nom avec une faute d'orthographe, évidemment, décédé des suites de ses blessures. C'était terrible. Et une fois, j'avais été le voir plutôt à Arras, au moment du tournage des Fugitifs, et on avait dîné le soir ensemble, et passe le serveur qui apporte des plats à une autre table. Il attrape un plat, il me le met devant moi, il fait « Mange, t'es tout pâle !» et une fois, il y a aussi une anecdote très drôle. Ça, c'est en 1988. Ça, c'est en 86 même, le Fugitif. Le Fugitif de Francis Hébert. Voilà. Et une chose qu'il m'a racontée sur Marguerite Duras qui est très drôle. Oui, parce qu'il faut savoir, on en parlera avec Richard Millac, qu'il a commencé, notamment dans les années 70, une carrière d'acteur, notamment avec Michel Audiard et Marguerite Duras. Vous n'avez pas peur des contrastes? Non. Et il m'a raconté quelque chose de très drôle avec Marguerite Duras. Il entrait dans son bureau ou dans sa chambre et elle faisait ça. Elle cachait quelque chose. Elle ensevelissait. Et il se demandait, mais qu'est-ce qu'elle me cache? Quel livre me cache-t-elle? Et une fois qu'elle n'était pas là, il est rentré dans son bureau. Il s'attendait à trouver les Confessions de Saint-Augustin. Il soulève le truc, il voit l'indicateur Bertrand. En fait, elle était une fanatique de l'indicateur Bertrand. C'est-à-dire qu'elle achetait des chambres de bonne tous les mois. C'était son vice. Ça, elle avait besoin d'argent, apparemment. Je sais pas. Ou en tout cas, besoin d'accumuler un peu d'argent. En tout cas, le Portugal lui doit beaucoup. Oui. Elle a pu loger tout ce que... Voilà. Mais elle avait se trimballer en permanence avec l'indicateur Bertrand. Donc c'est amusant, on peut écrire des chefs-d'œuvre, mais moi, son livre de chevet, c'était l'indicateur Bertrand. Alors, contrairement à Gérard Depardieu, justement, Richard Millet, vous nous dites dans votre livre, vous écrivez que Depardieu a un profond mépris pour l'argent, c'est un dispendieux, comme tous les pauvres le sont, et qu'il a une sorte de dédain, même de méfiance de l'argent qu'il dépense. Plus il en a, plus il en dépense, en fait, d'une certaine façon. Il a ce goût de déplaire, cet argent qui avilit, d'une certaine façon, pour lui, l'homme. Je pense que comme tous ceux qui sont nés pauvres, il a un rapport... parce que ou bien on devient avare, thésaurisateur, etc., ou bien, au contraire, vous avez parlé de Nil, je dis c'est la crue. Oui. C'est un homme en crue.
constamment, et c'est ça qui est beau chez lui. C'est un homme excessif, donc l'excès suppose la dépense, comme dirait Bataille. Donc cette dépense a lieu aussi avec l'argent. Et la dépense improductive, comme dit Bataille. Justement. Exactement, Hein, en pure perte. Inutilitaire. Exactement, somptueuse. Oui. Ce qu'il vous fait en disant, attention, la première gorgée est à 3 000 €. Oui. Voilà, c'est très beau. Et même sa façon de convertir le franc en patate. Exactement. C'est-à-dire qu'il dit patate. C'est-à-dire qu'il se nourrit. Il a cette boulimie, mais une boulimie pour tout. Mais c'est un homme à la fois de la démesure et en même temps de la gratuité et du désintéressement. Parce que quand il dit, par exemple, ces jours-ci, qu'il boit 14 litres d'alcool par jour, qu'il peut aller jusqu'à boire en tout cas 14 litres d'alcool par jour, et en même temps dépenser tout son argent pour des broutilles, il y a quelque chose de véritablement sacrificiel ou suicidaire, même peut-être chez Depardieu. Tout à fait, oui. Hein, tragique, finalement, pathétique. Certainement, oui, c'est un personnage tragique, mais d'un tragique drôle. Oui. C'est ça qui est extraordinaire. Un tragique sublimé par le grand rire de la vie. Voilà, pantagruélique, c'est un peu banal de le dire, mais il se trouve qu'il incarne aussi ce côté rabelaisien très français. On nous dit toujours le français est cartésien, il l'est certainement, mais il est aussi rabelaisien. Il est beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Et il est un peu mystique aussi par certains côtés, dès d'ailleurs son plus jeune âge et à son insu. Vous écrivez dans Le corps politique de Gérard Depardieu, Richard Millet, Depardieu, comme l'écrivain, ne représente que lui-même, c'est-à-dire un grand acteur français, voire le plus grand. Il est cependant bien plus que le miroir fantasmatique du petit bourgeois contemporain. Il est le corps français éructant, pétant, humant, vomissant et riant aux éclats comme on le fait dans la province française où le rire est souvent un viatique. Qu'est-ce qu'un corps en l'espèce? Le corps dérisoire d'une monarchie sans sujet ou bien le traîne de la disparition française? Les deux corps de Depardieu, corps manifeste et corps quasi mystique, dont l'épiphanie le dépasse encore qu'il en joue instinctivement. Voilà peut-être le seul Français non réductible au devenir yankee du monde, à l'indifférenciation générale, à l'anonyme douleur de l'individu. Il est lui-même donc éminemment français, argument sans doute abrupt, mais non sans valeur, en un temps de reniement de soi. Là, vous peignez les deux corps de Gérard Depardieu, et ce corps unifié à travers la France, finalement. Oui, il y a le corps de l'homme Depardieu, que nous connaissons tous. Corps physique, qui incarne Depardieu, Gérard Depardieu lui-même, mais aussi ce qui dépasse Depardieu, c'est-à-dire... Le corps symbolique. Le corps symbolique, voilà, pour parler un peu chic. Et ce corps symbolique est indissociable du corps de Depardieu. C'est extrêmement étrange. Nous ne savons pas, nous qui n'avons pas la gloire des écrivains, disons d'autrefois, nous ne savons pas ce que c'est que ce double corps. Donc Depardieu doit le savoir, ou en tout cas il doit le sentir, et je trouve ça extraordinaire. C'est probablement le seul acteur français qu'on reconnaisse, j'imagine, parce que les autres sont d'une fadeur à côté de lui, insigne. Et c'est le seul corps français international. J'étais aux États-Unis encore lundi, et j'ai parlé on m'a invité dans une université, et le professeur qui m'a invité a dit que je venais de publier ce livre, Le corps politique de Gérard Depardieu. Immédiatement, j'ai vu les visages américains s'ouvrir. C'est le seul. Personne ne sait qui est Hollande aux États-Unis, mais Depardieu, on sait qui c'est. C'est naturel, et il a tourné un petit peu aux États-Unis des films qui étaient d'ailleurs pas terribles, il s'y est pas beaucoup plu. Non, il s'y est pas beaucoup Parce qu'il est irréductiblement français, malgré ce qu'il veut bien dire de la France, dans laquelle il ne se reconnaît plus aujourd'hui. Il a raison d'ailleurs. Oui, malgré l'acquisition de la nationalité russe, le fait d'habiter en Belgique, de se dire parfois citoyen du monde, il a, malgré lui, à son insu, une francité qui est inscrite quasiment dans ses gènes. Absolument. Mais il me semble que la qualité d'un Français, c'était d'être universel. Oui. Le Français est probablement le seul peuple, après les Romains et les Grecs, à avoir été universel. C'est ça la civilisation française, notamment à travers sa langue. C'est cette universalité et même cette capacité à universaliser n'importe qui naît sur son sol. Enfin, qui naissait, parce que c'est fini avec le communautarisme, le multiculturalisme. Chacun reste ce qu'il est. Donc, Depardieu est capable d'être universel. C'est-à-dire qu'en fait, il est tellement charnel qu'il en vient à pouvoir être en quête de l'universalité française et à incarner cette universalité française, cette spiritualité française, pour ratifier la formule de Péguy, comme quoi le charnel se baigne dans le spirituel. Exactement. Et la diversité des rôles qu'il a incarnés le montre tout aussi bien. Il a tout joué. Dans tous les registres. Oui, je disais d'ailleurs tout à l'heure, il a commencé avec Audiard,
et avec Marguerite Duras. Voilà, c'est ça. Alors vraiment, il n'y a pas plus opposé comme univers, bien que c'est un univers assez littéraire dans les deux cas. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. On pourrait dire ça, oui, effectivement. Oui, tout à fait. Mais commencer avec Le Cri du cormoran, Le soir au-dessus des joncs, et puis après faire Nathalie Granger de Duras, c'est quand même un tour de force. En très peu de temps, d'ailleurs, en 4 ou 5 ans. Mais il a de la force. Alors, il y a un film, évidemment, qu'on ne peut pas s'empêcher de citer, qui fait partie, évidemment, du répertoire filmographique de Gérard Depardieu, sur lequel vous insistez beaucoup. C'est bien sûr Les Valseuses de Bertrand Blier, metteur en scène avec qui il tournera de nombreuses fois, notamment dans Préparez vos mouchoirs, Tenue de soirée, Buffet froid et bien d'autres. Qu'est-ce qui vous a ému, qu'est-ce qui vous a intéressé dans le cinéma de Bertrand Blier et dans la composition d'acteurs de Gérard Depardieu dans ses films? Ce qui me frappe chez Blier, c'est sa dimension prophétique. Pas au sens apocalyptique, mais au sens où Blier a compris non seulement plutôt ce qu'était la France des années 70, mais ce qu'elle allait devenir 40 ans plus tard. C'est-à-dire, tout était là, sous des apparences, comment dirais-je, tout à fait 68ardes, parce qu'on pourrait croire que les deux voyous des Valseuses sont des post-68ards ou des para-68ards. Il y a un côté comme ça. Il y a peut-être des gages donnés par Blier à cette idéologie 68arde, mais il y a surtout, et ça se voit notamment dans Buffet froid, le nihilisme contemporain dans lequel la France, comme l'Europe, est tombée. Il l'a vu, il l'a senti, il a senti que la banlieue serait universelle et un désert absolu. Il a tout vu, les rapports entre les hommes et les femmes, les rapports entre les hommes et les hommes. Blier avait Tenue de soirée, tout notamment. compris, Tenue de soirée, etc. Souvenez-vous, même dans Les Valseuses, il y a un moment où Depardieu sodomise deux R. Hein, c'est vrai. Il y a la petite culotte. Tout est mis en scène, la pédophilie, etc. Tout est là. Les rapports sociaux, les rapports entre les classes. Et en même temps, tout est subverti. Tout est explosé. Mais pas au sens où les 68 heures voudraient que ça le soit. C'est le pillage de la société de consommation. Exactement. Ils sont comme des corsaires qui pillent ce qu'on leur propose. Mais dans votre livre, qui est un livre merveilleux, pardonnez-moi, vous parlez de la virilité étalon de Gérard Depardieu. Et vous évoquez le film Loulou, avec cette phrase d'Isabelle Huppert à Guy Marchand, il n'arrête pas. De même, je crois que c'est dans ce film où, en rue Daguerre, il y a un homme qui court, fait du footing, il y a deux femmes qui disent « il faudrait me garder son souffle pour tirer ce coup ». Voilà. C'est pas très féministe. C'est dans le fond la faillite de la virilité, surtout. C'est le nihilisme viril, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas, mais dans quel but? Il tourne en rond dans cette virilité. Elle n'est plus rien, justement, parce qu'elle fonctionne machinalement. C'est qu'elle ne lui donne pas accès à l'autorité, ni même à la paternité. Exactement. Voilà. Huppert avorte dans le film. Donc, mais est-ce que justement, Olivier Daza et surtout Richard Millet, quand vous parlez de Bertrand Blier ou de Loulou de Maurice Pialat, est-ce que ce que vous voyez comme subversion à l'ordre de la subversion de l'époque, c'est-à-dire de ce qui est post-68, est-ce qu'il n'y a quand même pas une forme décadente, relativement complaisante de ces metteurs en scène pour la sociologie de leur époque? Je veux dire par là, est-ce qu'il n'y a pas d'un côté cette volonté de subvertir la subversion et en même temps une certaine complaisance à l'égard de cette subversion même? Parce que quand on voit l'esthétique de la laideur, la transgression pour la transgression, le caractère inverti des rapports humains et des rapports sexuels, etc., on ne peut pas en avoir une lecture véritablement saine et tout à fait élévatrice. Non, je crois que ce qu'il y a dans le film des Valseuses, celle que l'évoque Richard, c'est que c'est l'horreur du tout est permis. C'est l'horreur du tout est permis dans ce film. Effectivement, on pille, on s'encule, on pille des bagnoles, c'est le tout est permis. C'est dans le fond le chemin qui conduit au précipice. Mais c'est aussi un peu joueur sans entrave. Oui, mais je crois qu'il y a une profonde sincérité dans ce film des Valseuses. C'est un film... allez-y. Non, je vous en prie, finissez. C'est vraiment un film très important dans l'histoire du cinéma français. Il a beaucoup marqué les esprits. Une borne de 1974. C'est aussi le retour de l'écrit, du verbe dans le cinéma français. Absolument. Le retour du verbe. Absolument. Allez-y. Il y a un moment dans ce film, Les Valseuses, qui est extraordinaire, qui dépasse d'ailleurs probablement tout le cinéma de cette époque. C'est un moment de générosité absolue, mais qui est tragique. C'est le moment où les deux voyous vont entendre Jeanne Moreau, dont ils ne savent même pas qui elle est, qui sort de prison, qui est une femme, mettons, une 60aine d'années, une femme mûre et désespérée, qu'ils vont, pardonnez-moi, baiser parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qu'ils vont faire jouir et qui va se tirer un coup de revolver dans le vagin. Si on prend cette scène, si on l'isole, c'est une scène absolument terrifiante et qui contient, me semble-t-il, en 74, tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est un peu Héros et Thanatos. Oui, sauf que c'est Thanatos absolu. Là. Ouais, ce n'est rien d'autre. Comme quintessence. La générosité de ces deux voyous qui veulent faire jouir
une femme, après lui avoir payé des vêtements et un dîner magnifique d'huîtres au bord de la mer, n'aboutit que sur ce suicide, mais pas en se tirant une balle dans la tête, en se tirant une balle dans le vagin. Alors, lisez ça comme vous voulez. En 74, une femme qui se tire une balle dans le vagin, c'est quand même un signe prophétique de bien des choses. Oui. Et pour en revenir à ce que vous disiez très justement, sur la faillite du mal dans notre société actuelle, souvenez-vous des films de Ferreri qui tournent au même moment, notamment Touche pas à la femme blanche et Le rêve de singe, Rêve de singe, où il s'émascule avec un couteau électrique. Et ce qui est assez incroyable dans la filmographie de Gérard Depardieu, c'est à la fois ces films dramatiques, tragiques, pathétiques, et en même temps, ce caractère coloré, roboratif, truculent, cette faconde forte. On n'est pas déprimé quand on voit Gérard Depardieu à l'écran, alors que ce sont des films profondément déprimants. Ce que tu dis, c'est exactement le sujet du livre de Richard Millet. Son corps imprime tout. Ouais. Son corps exprime la France. C'est-à-dire que quand Gérard Depardieu est en Belgique ou en Russie, c'est la France en exil. C'est la France en exil. Il est d'ailleurs très curieux de remarquer, vous le disiez à propos du visage très français de Carole Bouquet, et vous hésitiez même à le dire, parce que vous saviez que c'était pas consensuel, mais se dire français. Si par exemple dans un dîner, vous dites-vous, Olivier, qu'est-ce que tu penses de François Hollande? Je dis, moi, je suis français. Mais vous êtes suspecté. Affirmez-vous français, vous verrez qu'aujourd'hui, se dire français fait forme d'idéologie. Et on vous regarde bizarrement. Oui, comme Depardieu en est la représentation ultime, emblématique, effectivement, Depardieu apparaît aux ordres du conformisme bien pensant comme pas du tout acceptable et pas du tout accepté. Alors l'état de son corps aujourd'hui, c'est peut-être l'état aussi de notre pays. Baleine échouée. Oui. Mais lui survivra. Alors, justement, il y a dans les films qu'on a cités, parce que c'est aussi une émission, Nos chers vivants, qui est une émission cinématographique, d'autres films, évidemment, qu'on peut ne pas passer sous silence. Il y a un film, notamment, que vous aimez beaucoup, Richard Millet, justement, a raison, qui est Dites-lui que je l'aime, de Claude Miller, le deuxième film de Claude Miller, qui est un film très beau, très sur l'amour. Et vous insistez beaucoup aussi dans votre livre sur l'amoureux fou qu'est Gérard Depardieu. Il a de nombreuses fois joué les amoureux, les grands amoureux, dans la veine française. Cet homme qui, a priori, n'est pas romantique, est un peu brutal. Il n'a pas le gabarit, disons. Est un peu abrupt. Gérard Philippe, pardon. Il n'est pas un playboy. Il est au contraire solide et charpenté. Et ce caractère tellurique même qu'il y a chez Gérard Depardieu, en fait, un grand amoureux, et notamment dans ce sublime film de Claude Miller, Dites-lui que je l'aime. Oui, est-ce que vous voyez d'autres films qui sont symptomatiques et révélateurs de cet amour fou qu'est Gérard Depardieu dans les films? C'est le plus intéressant probablement parce qu'il confine presque au rôle qu'incarne Fanny Ardant dans La femme d'à côté, c'est-à-dire c'est un peu de François Truffaut. Voilà, de François Truffaut. Il confine à la folie, c'est-à-dire l'amour fou, mais au sens presque pathologique à un moment. Ouais. Et d'ailleurs, il joue avec cette actrice Dominique Laffin qui est morte, hélas, très 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 jeune. Bientôt, la mère de Clémentine Autain. Eh oui. Eh oui. Bon, il n'a pas survécu. Eh oui. Ouais. Messieurs, soyons politiquement respectables. Correct. Non, il y a d'autres films. Par exemple, Loulou va encore plus loin dans ce sens-là. Regardez, c'est une brute, Loulou. Le loupard, etc. Mais c'est un loupard extrêmement fragile, qui attend cette paternité avec une espèce d'angoisse, d'anxiété qu'il cache de toutes les façons. C'est étonnant, ce rôle de Loulou. Huppert est beaucoup plus viril, beaucoup plus violente dans sa froideur, dans sa détermination. Quand Miu Miu explique l'amour à Gérard Depardieu dans Dites-lui que je l'aime avec la Marguerite, c'est une scène très violente, parce que l'amour fou, certes, sa passion qui devient mortifère, mais c'est dû aussi au nouveau discours des femmes, sur ce qu'elles attendent d'un homme. Exactement, oui. Hein la passion est une impasse, aussi. Oui, bien sûr. Hein Alors, autre film important dans parce qu'on en a parlé évidemment de Loulou, qui est le premier film en quelque sorte de Piala avec Gérard Depardieu. Il y en aura évidemment d'autres, dont Police, moyennement intéressant. Non, c'est remarquable, Police. Ah, vous aimez Police? Beaucoup, oui, beaucoup. Oui. L'amour entre Sophie Marceau donc, et Gérard Depardieu. C'est plus une réflexion sur le style de Maurice Pialat, c'est-à-dire que les dialogues improvisés, les ruptures, le sérieux d'un interrogatoire rompu avec un verre devant le bar,
tous les risques que prend Mangin, la solitude de ce personnage de Mangin. Il y a aussi le thème du drame du mal. C'est-à-dire quand il croise un des types qui avait attaqué une petite vieille et qui le voit au bar, il y prend un pot, ils sont en dehors de l'interrogatoire, donc il parle comme ça, comme un flic avec un voyou. Et le voyou va avoir un enfant, et Depardieu dit ça va être quoi? Il fait ça sera un mal, grâce à Dieu. Ça sera un mal, vous voyez? Ouais. Non, ce qui est intéressant, je vais m'excuser, par rapport à ces films, La Gueule ouverte, Police, Loulou, ça, ce sont les films de Maurice Pialat. La Gueule ouverte, ça n'est pas avec Depardieu. Hein. Oui, mais mais il y a des films sur l'amour. Par exemple, Nous ne vivons pas ensemble, avec Marlène Jobert et Jean-Yann. Tous ces films définissent le style et la nouveauté de Maurice Pialat dans sa manière de filmer, qui a eu des épigones. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, dans le fond, si on devait garder 2 films de Maurice Pialat, ça serait 2 films de facture classique, à savoir Van Gogh et Sous le soleil de Satan. C'est cet homme qui a su déstructurer le récit, le dialogue, qui fait un cinéma d'improvisation aussi, à Nos Amours. Ces 2 films sont de facture classique, s'inscrire dans une tradition du cinéma français, la plus classique qui soit. Effectivement, ce sont 2 grands films. Alors, justement, vous venez de le citer, 3e film de Maurice Pialat avec Gérard Depardieu, Sous le soleil de Satan, film chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre absolu. Un chef-d'œuvre absolu. D'après Bernanos, évidemment. D'après Bernanos, très respectueux, comme vous le dites, et du déroulement du roman, et du dialogue. Bien sûr. Même s'il y a quelques libertés. Et un film sur le mal, sur la sainteté, et sur un certain nombre d'impossibilités, voilà, et sur le surnaturel, bien sûr. C'est-à-dire, pardonnez-moi, sur ce qu'est le catholicisme, qu'on oublie en ces temps où le catholicisme lorgne vers le protestantisme. Et un catholicisme mystique ardent. Un catholicisme qui ne se cache pas. Exactement. Et c'est peut-être d'ailleurs à l'époque où Maurice Pialat a fait ce film qu'il y a eu une métanoïa, une transformation intérieure, une conversion peut-être même, parce que le film est véritablement un hymne au surnaturel chrétien. Voilà. Voilà. N'oublions pas qu'il voulait faire Les Guerres de Vendée. Ah, aussi. Et qu'il a été précédé par De Broca. Il a d'ailleurs insulté De Broca, en disant qu'il n'avait rien compris, que les Chouans, c'était pas le mouvement populaire, le soulèvement populaire magnifique, ce peuple qui se révolte contre la volonté du peuple que défend Robespierre. C'est un moment fondamental de notre histoire de France. Et Maurice Pialat voulait faire un film sur la guerre de Vendée. Alors, je regrette, vous avez remarqué que personne ne peut faire un film sur le génocide vendéen. C'est impossible aujourd'hui. Ah bah écoute, écoutez, c'est un projet que j'ai avec Philippe de Villiers. Ah bon? Oui. Alors on verra bien. Si ça aboutit, tous les deux, si ça peut se faire. Mais si nous sommes exilés, c'est pas grave, nous irons en Vendée. Vous irez avec Gérard Depardieu. Peut-être que Depardieu sera tourné dans ce film. On ira en Russie. Voilà, en Russie. Alors on va regarder justement un extrait de Sous le soleil de Satan, 1987, de Maurice Pialat. On va reconnaître évidemment Gérard Depardieu. De lui ou de vous, dites quel est le maître. Montrez-vous avant de m'abandonner pour toujours. Je ne reçois pas avant votre décision souveraine. Voilà, film éprouvant, film bouleversant. Vous me disiez, Richard Millet, pendant l'extrait du film, qui peut comprendre ça aujourd'hui? Je ne pense personne.
Parce qu'il y a dans l'adaptation de ce roman de Bernanos quelques réévaluations cinématographiques de la part de Piala. C'est-à-dire que l'enfant que l'on voit dans le roman de Bernanos meurt. Voilà. Et le curé interprété par Depardieu a survécu très lointainement et très longuement. Il est mort 30 ou 40 ans après. Voilà, donc c'est disons, une interprétation complètement différente, peut-être encore plus mystique. Et c'est étrange de la part de Piala, peut-être, de déboucher sur une espèce d'espoir qui se concrétise. Tandis que chez Bernanos, l'espoir meurt, en quelque sorte. Et il y a d'ailleurs, à ce moment-là, au moment du Festival de Cannes, lorsqu'il reçoit la Palme, où il est attaqué, où il y a des sifflets, etc. Et Piala dit « Si vous ne m'aimez pas, eh bien, je ne vous aime pas non plus. » Avec donc, geste. Extrêmement réactionnaire à ce moment-là, et n'hésitant pas à braver les interdits des bien-pensants, et de l'autre, extrêmement mystique, donc probablement en quête d'amour et de charité. Hein. Il faudra quand même un moment qu'on les appelle les mal-pensants. Oui. Hein, mais il y a dans ce film-là aussi... Mais c'est aussi un rapport, Olivier Daza, avec la grande peur des bien-pensants de Bernanos. Oui, oui, bien sûr. Il y a ce thème des deux prêtres chez Bernanos. Le prêtre frêle, qui meurt dans Journal d'un curé de campagne, et le prêtre fort, le prêtre athlète, le prêtre guerrier. Dans le fond, il réunit un peu les deux. Exactement. Alors, quatrième film important chez Piala avec Depardieu, c'est Le Garçu, 1995. On y retrouve également Géraldine Pellas. Film qui n'a pas été tellement bien vu à l'époque, au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait très attention à la sortie de ce film. Les critiques et le public n'étaient pas très au rendez-vous. Pourquoi, à votre avis, ça a été un Piala qui a été un petit peu minimisé ? Non, parce que je pense que ce n'est pas le plus réussi de ses films. D'ailleurs, Piala le reconnaissait lui-même que cet épisode aux îles Maldives ou Seychelles, je crois, qui représente un quart du film au début, lui avait été imposé par la production. C'est-à-dire qu'on voulait qu'il y ait cette espèce de sortie de la noirceur. Parce que vous avez remarqué que le cinéma de Piala est un cinéma quasiment nocturne. Enfin, très très nocturne. Paris, c'est toujours la nuit, Dans etc. Police aussi, oui, Dans Police aussi. Et donc, c'est vrai que cet épisode exotique, disons, donne... Et du coup, ça déséquilibre le film. Et ça se sent. Il est probable aussi que c'est un film de crise, qui fait état de la crise par rapport à la paternité même de Piala. Vous voyez ? Ce qu'il y avait dans Loulou, l'impossibilité de devenir père, là, est réalisé. Donc Piala a eu un fils très très tard, je crois à 60 ans ou quelque chose comme ça. Oui. Et il était hanté par le fait qu'il n'aurait pas la possibilité de voir grandir son fils au-delà peut-être de ses 20 ans. Et donc ça se sent aussi dans ce film, c'est un film complètement angoissé, de ce point de vue-là. Et avec les rapports avec les femmes, qui sont encore ceux que vous évoquiez tout à l'heure. Difficiles, violents, impossibles peut-être. Olivier Daza ? Oui, non, on ne peut pas mieux parler de ce film que Richard. Donc on peut demander quand même, si on aime Piala, il faut quand même regarder Le Garçu. Ça fait partie des films à voir avec évidemment Van Gogh, avec Jacques Dutronc. C'est d'ailleurs un des rares metteurs en scène qui n'a fait aucun mauvais film. Oui, il n'y a pas de déchets. Il n'y a pas de déchets, c'est tout à fait étonnant. Vous parliez de la nuit, du thème de la nuit, de l'obscurité. Chez Bernanos, on retrouve la nuit aussi de façon permanente. Il y a même une nouvelle de Bernanos qui s'intitule Une nuit. Donc ce n'était pas très étonnant d'une certaine façon que le metteur en scène Piala, qui filme la nuit, rencontre l'écrivain Bernanos, qui a beaucoup écrit sur la nuit. Et la nuit, c'est le moment de l'attente, le moment de l'attente suprême, le moment peut-être du matin lumineux ou du malin obscur. Le thème de la nuit est récurrente à la fois chez Piala, chez Bernanos et chez Depardieu. Et souvenez-vous, par exemple, comme le film de Bresson est nocturne aussi. Le journal d'un curé de campagne. Très très sombre. Oui. Très très sombre. Oui, tous les films de Bernanos, Mouchette aussi, voilà, c'est très Mouchette sombre. aussi, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors il y a d'autres films qu'on cite assez rarement. Oui. Le Beau Serge, qui nous concerne tous les deux, puisque c'est tourné en Limousin. Oui. Là, vous parlez du film de Chabrol ? Chabrol, oui. Le Beau Serge avec Gérard Blin, un acteur merveilleux, enfin un personnage. Et Jean-Claude Brialy, Bernadette Lafont. Alors, il y a aussi des films qu'on n'a pas tellement l'habitude de citer dans la filmographie de Gérard Depardieu, mais qui comptent aussi. Je pense notamment au film Le Sucre et à 7 morts sur ordonnance, qui sont des polars sociologiques dénonçant à l'époque la spéculation, dénonçant l'argent roi, dénonçant les multinationales de la pharmacie, de la médecine et de la bourgeoisie la plus mesquine qui soit. Le Sucre était un film qui a très bien marché à l'époque aussi. Le Sucre est remarquablement écrit par Georges Conchon. Oui. Là, c'est ce qu'on peut appeler la qualité française. Mais il faudrait parler de Francis Weber. Alors, on va en parler.
on va en parler, mais il y a beaucoup d'autres... Il a tourné quand même 180 films, Gérard Depardieu. Considérable. Ses derniers films qui ont relativement bien marché, je pense notamment à La tête en friche de Jean Becker, et puis je pense aussi au film de... Mammouth. Mammouth, le film de Xavier Giannoli, Quand j'étais chanteur, oui. avec Les Styles de France. Bon, il y a quelques films comme ça qui sont sortis ces dernières années, qui ont bien marché. Cela dit, il a fait 5 comédies avec Francis Weber. Tout début des années 80, La Chèvre, puis Les Compères, puis Les Fugitifs. Ça, c'est le grand triptyque. C'est vraiment le grand triptyque sur lequel il faut rester. Alors, parce qu'il y a une continuité. Triptyque, Pierre Richard, Gérard Depardieu. Au départ, Lino Ventura avait refusé le rôle qui a incombé finalement à Gérard Depardieu. Et puis, il y a eu ensuite 2 films avec Gérard Depardieu seulement, et avec Francis Weber, Tais-toi et Le Placard. Beaucoup moins intéressant, oui. Bon. Francis Weber, c'est le metteur en scène de la comédie populaire française de qualité. Au-delà même, quelque chose de plus étonnant, de plus étrange dans son cinéma. C'est un homme quand même qui est dans la maîtrise et le contrôle absolu de l'écriture. Il est maniaque, il lui faut 1 an et demi pour écrire un script. Perfectionniste. Il est dans la maîtrise, au-delà du perfectionnisme, la maîtrise. Une écriture ciselée. Voilà, et il met en scène un couple d'hommes, dans La Chèvre, dont l'aventure s'arrête dans Les Fugitifs. Ça s'arrête dans Les Fugitifs parce que le fantasme weberien, c'est-à-dire la conjugalité masculine, aboutit. C'est-à-dire que dans Les Fugitifs, il n'y a qu'une seule femme dans le film. Regardez le film, revoyez-le. La petite fille. Non. Même pas la petite fille, c'est pas une femme, c'est une petite fille. Ça aurait pu être un petit garçon. C'est l'assistante sociale, elle finit dans un placard. Et ensuite, le miracle s'accomplit. Pas un miracle bernardinien, c'est le miracle weberien, c'est-à-dire que Pierre Richard se transforme en femme, Depardieu joue le père, et ils franchissent la frontière à la fin du film. Quelle frontière? La frontière symbolique. D'accord. Où un homme, où le couple peut s'aimer et avoir un enfant ensemble. Quand même. C'est-à-dire que, malgré toute la maîtrise de son cinéma et sa maniaquerie de scénariste, quelque chose de fou jaillit à la fin des Fugitifs. Et se clôt l'aventure du couple. Parce qu'on croit souvent que les films de Francis Weber sont des petites comédies sympathiques. Il a quand même fait Le Téléphone Rose, qui est très brillant. En tant que scénariste. Mais il avait fait déjà comme premier film en tant que metteur en scène Le Jouet avec Pierre Richard, en 1977. Et les 3 films dont on a parlé, c'est-à-dire La Chèvre, Les Compères, Les Fugitifs, puis ensuite Tais-toi et Le Placard, ce sont des films qui sont très écrits, vous l'avez dit. D'ailleurs, beaucoup de gens se plaignent, quand ils ont tourné avec Francis Weber, se plaignent beaucoup de la direction d'acteur de Weber, parce qu'elle est tellement exigeante, tellement ambitieuse, tellement contrôlée, surveillée, supervisée, que les acteurs en ressortent complètement éreintés. Mais le résultat est toujours... pas toujours, mais souvent très satisfaisant. Oui, mais c'est un vrai paradoxe, parce que tout est fait pour éliminer la mise en scène. Oui. Je crois que c'est ce qu'il vous avait dit un jour à propos de Michel Audiard, c'est-à-dire que Audiard est un peu trop littéraire. Voilà, il m'avait fait travailler avec lui, et il m'avait dit une chose, il dit que tu dois savoir dès le départ, oublie Audiard, parce que c'est pas un dialoguiste. Un dialoguiste, c'est quelqu'un qui te fait rire avec Passe-moi le sel ou Bonjour madame. Parce que juste avant, tu auras préparé cette réplique de Bonjour madame. Fais-moi rire avec Bonjour madame. Tu vois que c'est possible, mais c'est difficile. Mais mettre Bernard Blier en plan fixe, ou Gabin ou André Pousse en disant kafkaïen, coûteux mais kafkaïen, ou Bernard Blier, je baiserais bien. Mal, mais je baiserais bien. Alors ça nous plaît formidablement, mais ça appartient à un cinéma de série B. Et une des choses particulières d'Audiard, c'est qu'il a transformé l'ouvrier populaire de la belle équipe Gabin en personnage profondément réactionnaire sur l'âge mûr. C'est très étonnant, ça. Mais vous avez dit quelque chose, Arnaud, tout à l'heure, sur les 180 films de Gérard Depardieu. Ça m'a fait penser à l'œuvre romanesque de Balzac. Qu'il a joué, qu'il a interprété. Il a joué, alors ça on pourra en parler, parce que nous sommes d'accord, Richard et moi, mais il finit dans cette stature enflée de Balzac. Il y a quelque chose de profondément ressemblant entre ces deux hommes, et on peut regretter qu'il soit passé à côté de Balzac, parce qu'il a fait ce film grotesque de cette femme qu'on appelle le bulldozer, Dayan. José Dayan. José Dayan, et c'est le nom Balzac, on voit Rosivart passer, enfin, c'est un film absurde qui ne témoigne pas... Vous êtes un peu dur, non, je suis pas dur du tout. Non, je suis pas dur du tout, je suis pas dur du tout. Ah si, excusez-moi, je suis pas dur du tout. Quand on gâche
la rencontre entre Depardieu et Balzac est quelque chose d'exceptionnel. Elle a été bradée par ce film. Et je regrette aussi, et Larry a entièrement raison, du caractère académique du colonel Chabert, où là, pour la première fois, je pourrais contester l'interprétation de Gérard Depardieu, qui est une interprétation spectrale, glacée, qui n'est pas Chabert, le Chabert balzacien, qui est parfaitement rendu dans le petit film modeste de l'ENAF, joué par Rému, qui reste un personnage bonhomme, un soldat avec son tabac, et qui donne beaucoup plus de force à son départ du monde à la fin. Là, on voit un personnage glaciaire qui n'est pas le soldat, qui n'est pas celui qui aimait l'empereur. Il est déshumanisé, ce personnage. Alors, on revient à Francis Weber. Vous allez voir comme quoi Gérard Depardieu est susceptible de tourner absolument tous les rôles, aussi bien des rôles comiques que dramatiques. Et dans La Chèvre, on le voit aux côtés de Pierre Richard, dans une scène très comique, très drôle, très écrite, qui montre bien la vulnérabilité et la féminité à certains égards de Gérard Depardieu, la fragilité, comme vous diriez, Richard Millet, et en même temps la virilité, le monstre, l'ogre que Gérard Depardieu peut être. Vous aimez l'avion, vous? Moi, j'aime bien prendre l'avion. Marqué la dernière fois, on a eu un problème. On a bien failli rester. C'était à Orly au décollage. Les volets sont restés coincés. On n'a pas pu monter. On a quitté la piste, on s'est planté dans un champ. Ça arrive plus souvent qu'on ne croit, il paraît. Ça y est, on décolle. Enfin, j'espère. Bon, bah ça va. Il roule bien longtemps, je trouve. On arrive en bout de piste, non? Merde! Ça va pas crier comme ça, vous m'avez fait peur. Pourquoi il décolle pas, ce putain d'avion? Ah, vous avez remarqué, vous aussi? Ça y est, on a décollé. Vous avez peur, l'avion, quoi? Voilà, alors on riait tous là sur le plateau parce qu'en regardant cet extrait, on voit très bien les acteurs qui ont dû se marrer, je pense, pendant la scène, mais qui ne se marrent pas du tout à l'écran. Et on voit Depardieu complètement déboussolé avec Pierre Richard qui le charrie sans le vouloir. Et un langage très écrit. Hein. Oui, il faut bien comprendre rien ne dépasse là. Que tout le travail est sur la caractérisation des personnages. Oui, chacun joue son rôle. Ça, c'est fondamental dans Pierre la comédie. Richard et donc, tout ce qui se dit une fois que le spectateur a en main les clés de Campana et Pignon, le moindre mot de l'un ou de l'autre joue sur la caractérisation de départ et on s'amuse de la moindre petite réplique. C'est un grand travail, hein, c'est beaucoup de travail. Alors, Richard Millet, dans votre ouvrage « Le corps politique de Gérard Depardieu », vous insistez aussi beaucoup sur le langage de Gérard Depardieu, sur le discours de Depardieu, sur la façon qu'il a de pouvoir mettre les phrases et les mots en chant, en quelque sorte. Et vous avez remarqué qu'il y avait une grandiloquence au sens positif du terme chez Depardieu qui correspondait finalement à toute la francité qui est la sienne et à la maîtrise du langage français, qu'il servait la langue française comme aucun autre. Oui, il est capable de la moduler, surtout de moduler la phrase française dans tous les sens. De façon roturière, de façon extrêmement courtoise, de façon empoulée même, dans certains rôles. Il le fait exprès. Il y a chez Depardieu, c'est ça qui me fascine depuis toujours, une sorte de décalé. C'est-à-dire comme si c'était en excès, comme s'il entendait ce qu'il disait et qu'il n'en avait rien à faire. Il y a ce moment, d'ailleurs vous avez remarqué qu'il y a une espèce de virgule, ce qu'on appelle une fonction fatigue, il dit toujours un, partout, tout le temps. Dans n'importe quel rôle, même quand c'est extrêmement sérieux, il a toujours ce un qui fait croire qu'au fond, il y a quelque chose de l'ordre du réel qui s'introduit dans ce qu'il dit, même dans les textes les plus écrits, les plus de fiction. Et même d'ailleurs, dès le début de ses premiers rôles dans les années 70,
ou quand il joue des rôles d'abrutis notoires, de brutes, de délinquants complètement illettrés, il dit Voilà, exactement. Il y a déjà ça. On retrouve déjà ce Alors il t'a tout piqué. Ouais. Alors, ce service de la langue française chez Gérard Depardieu, il va pouvoir le mettre aussi dans des personnages historiques, certains qui trouvent gré à vos yeux, d'autres pas forcément. Balzac, Olivier a Balzac, raison, vous n'aimez pas, par raté. exemple. Non, c'est raté. Bien sûr. Il est déjà Balzac. Oui. Il a une dimension balzacienne. D'ailleurs, il est né à Châteauroux. Châteauroux-Tours, c'est pas très loin, c'est le centre de la France, vous voyez, etc. C'est Balzac, c'est le Balzac des acteurs, c'est le Balzac du cinéma français. Il faut bien le dire, il en a la démesure, la corpulence, et j'espère un peu plus de longévité, parce que Balzac est mort à 51 ans. Comme Proust et Napoléon. Voilà. Exactement. Et est-ce que vous diriez la même chose, justement, de Cyrano de Bergerac, où justement, il a le panache de Cyrano, il a la verve de Cyrano, il a l'héroïcité de Cyrano, mais justement, il a tout ça, donc c'est un peu dommage de la part de Rapneau de le restituer d'une façon peut-être un peu trop académique et de ne pas y ajouter quelque chose. Oui, le film est académique, il manque de folie. Il manque de folie. Depardieu lui donne cette folie par moment. Les morceaux de bravoure, d'accord. Mais ce qui m'a le plus fasciné dans ce film, c'est la fin. Il est sauvé par la fin. Ce côté crépusculaire, ce côté leçon de ténèbres de la fin, vous voyez, c'est très très beau. De ne pas avoir donné quelque chose de beaucoup plus spectaculaire, mais au contraire, dans le ténébroso, c'est un tableau de Philippe de Champaigne à la fin, vous voyez, pas de Caravage, mais de Philippe de Champaigne. C'est étonnant, on est dans la vertu, on est dans le... etc. Non, ce que je critique, c'est pas tellement Rapneau, qui est un tâcheron, c'est pas un grand metteur en scène français, c'est un bon metteur en scène. Non, qui a fait, par exemple, un film comme Le Sauvage, avec Yves Montand ou Catherine Deneuve, qui est très sympathique. Il n'a jamais tourné avec Tavernier. Je l'ai revu. Non, il n'a jamais tourné avec Tavernier. Eh oui. C'est dommage, c'est je suis pas sûr. Ouais. Il l'appelait le gendarme. Ah oui. Je serais bien obligé d'en faire un, il est toujours au carrefour, le gendarme. Pourrait-il le trouver un peu trop directif? Et curieusement, son rapport avec Truffaut était très ambigu. Oui. Ils ont tourné, donc, le dernier métro, on n'en a pas parlé, et puis La femme d'à côté. C'était quand même pour lui un bourgeois. Oui, mais ça, on l'a beaucoup dit, c'était un peu conventionnel. Non, c'était un voyou en fait, mais en fait, ce qu'il pensait réellement, c'est... Parce que c'est un être humain qui vous scannérise tout de suite. Mais en le revoyant, La femme d'à côté, alors là, pour le coup, effectivement, il y a ce côté bourgeois et très académique. Très ennuyeux, très linéaire. Oui, mais pour peu que vous ayez vécu une histoire passionnelle, c'est vrai. Ce qu'il dit est vrai. Truffaut montre la vérité d'une passion. Et puis alors, il y a autre chose qui doit vous plaire, c'est qu'il y a la voix de Gérard Depardieu et il y a la voix de Fanny Ardant. Exactement. La conjugaison des deux voix auxquelles vous accordez une grande importance dans votre ouvrage. Et vous dites qu'il y a peu d'actrices qui ont finalement des voix. Il y a Catherine Deneuve, dans une certaine mesure, et il y a surtout Fanny Ardant. Exactement. On aurait pu y ajouter Delphine Seyrig. Oui, bien sûr. Hein. Et Delphine Seyrig, et je pensais à Delphine Seyrig parce qu'elle est née à Beyrouth, dont son père étant archéologue, et que j'ai failli aller à Beyrouth il y a un mois, à l'invitation d'un ami libanais, parce que Depardieu et Fanny Ardant jouaient à Beyrouth un soir, je ne sais plus quelle pièce. Ils ont fait une pièce, effectivement, où il avait une oreillette à l'époque. Voilà. Et j'aurais voulu voir ça, c'était il y a un mois. Bon, le livre n'était pas sorti, donc sinon je serais allé offrir mon livre à Depardieu à Beyrouth. C'est quand même pas mal. Qu'est-ce que vous croyez... Vous avez bien réfléchi sur ce qui caractérisait politiquement, au sens noble du terme, Gérard Depardieu. Qu'est-ce qui vous paraît le plus politiquement incorrect chez lui? Même si c'est une notion qu'on a tendance un peu trop à démocratiser ou à divulguer de manière un peu trop facile aujourd'hui, qu'est-ce qui vous paraît le plus réfractaire au mode dominant chez Gérard Depardieu? Je pense le fait qu'il a compris que la France était morte. Morte ou moribonde? Écoutez, mourante. En train de mourir. En train de mourir, oui. L'agonie de Balzac. Voilà, c'est une agonie épouvantable. La France se décompose comme Balzac va se décomposer, vous savez, en 3 heures. La visite qu'a faite Victor Hugo à Balzac, c'est quelque chose d'épouvantable. Pendant que ça voilà, pendant ça campagne, paraît-il, ça c'est Octave Mirbeau qui raconte ça. Je le crois. Non, je pense que il a fait un pied de nez extraordinaire à tout l'establishment en acceptant de la part de Poutine la nationalité russe. C'est absolument génial. Un Premier ministre médiocre lui fait des reproches pour son exil, soi-disant fiscal, en Belgique. Depardieu va au-delà, en bon Depardieu qu'il est, et devient russe. C'est prodigieux. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire, je vous emmerde, vous socialistes français et petits merdeux politiquement corrects, je vous emmerde, je deviens citoyen d'un pays dont vous haïssez le président qui est Vladimir Poutine. C'est prodigieux, c'est du Depardieu. Oui, mais vous dites quelque chose de plus. C'est la liberté. Voilà.
Il y a aussi je peins l'être. Je peins le passage, je ne peins pas l'être, dans le fond. C'est une suite de passages, un manège, une ronde de Pardieu. On ne le saisit jamais. Ce qui est aussi peut-être très intéressant chez Depardieu, c'est qu'il montre que lui se permet absolument tout. La liberté, comme il dit. Ouais, c'est ça la liberté. Est fondamentalement libre, y compris de faire tout et n'importe quoi, dans une France de plus en plus muselée où on n'a plus rien de faire quoi que ce soit. Plus le droit de fumer, plus le droit de boire, plus le droit de... Enfin, plus le droit de s'exprimer. Plus le droit de s'exprimer, parce que si je m'exprime, je dis certaines choses, je peux me retrouver... vous avez des lois liberticides comme la loi Guesso ou la loi Pleven qui s'abattent sur vous, effectivement. Gérard Depardieu, d'ailleurs, ne pourrait pas dire tout ce qu'il pense. Ça commence avec Nuremberg, avec la définition d'un axe du bien. Le bien, ce sont les gens qui ont jeté des bombes au phosphore. George Bush n'a rien inventé. Non, mais Obama récemment déclaré à propos de Poutine, il n'est plus dans le bon sens de l'histoire. Tu as vu cette phrase? C'est extraordinaire, quand même. On retrouve la vieille phraséologie marxiste, mais indexée sur le libéralisme américano-centré. Voilà, avec ce concept de bien qui ne recouvre absolument pas le concept de bien chrétien. Voilà. Ce que Philippe Muir appelait l'empire du bien. Exactement. Nous sommes dans l'empire du bien, donc... c'est-à-dire dans l'envers de ce qu'est le bien. C'est-à-dire que nous sommes dans le mal absolu, dans le mensonge, dans l'inversion, dans la déformation perpétuelle. Et c'est ça qui est satanique. Satan est le singe de Dieu. On retrouve sous le soleil de Satan. Exactement. On est complètement. L'inversion, la grande parodie. Exactement. Quand on dit face en français est un chrétien, vous écrivez un moment. Comment? Répétez la phrase. Être français, c'est être chrétien, qu'on le veuille ou non. Ah, pour moi, oui, bien sûr. Non, mais vous l'avez écrit. Ah oui, je l'ai écrit. Une très jolie phrase, bien sûr. Oui, qui va nous valoir bien sûr. tous les trois d'être la 17e chambre. La haine du sacré que porte en elle la République. J'en parle dans cette émission sur Depardieu, parce que Depardieu a le goût du sacré, a le goût de l'élévation et du lyrisme. C'est quand même quelque chose que la République ne cesse de combattre. Bien sûr. Elle combat tous les signes religieux. Dans le fond, ce sont ces signes qui nous permettent de connaître l'autre et d'avoir accès à leur sacré. Vraiment, tout est fait pour nous. On a si détruit à ce point l'idée spirituelle pour une vie terrestre. On nous oblige à vivre 140 ans en essayant d'en paraître 120 avec la chirurgie esthétique. Mais pour quel intérêt? Et puis Depardieu, c'est la véritable altérité finalement, si on réfléchit bien, parce qu'à travers les 180 rôles qu'il a tournés, il est dans des identités très différentes les unes des autres, mais pas l'identité comme même. L'identité comme autre, à chaque fois une identité différente des identités précédentes. Donc il a pu montrer le visage de la véritable altérité qui faisait dire à Jean Baudrillard, l'autre est ce qui permet de ne pas me répéter à l'infini. Face à cette uniformité, à cette mêmeté totalitaire qui nous gouverne aujourd'hui. Et démoniaque. Et qui ne supporte plus qu'on meure pour des idées. Oui, ça, c'est pas compris. Ces gens de la gauche progressiste qui, dans les années 60, considéraient qu'il fallait mourir pour des idées et que les prophètes du réalisme... Pas en Algérie. Non, ça c'était plutôt Pierre Sergent qui... Ça me fait plaisir de parler avec un homme de gauche. On arrive à s'entendre, finalement. Depardieu a appelé à voter François Mitterrand en 1981, mais il n'a jamais accordé une importance... Oui, mais après, il a appelé à voter pour Sarkozy, mais il n'a jamais accordé une importance prépondérante à la politique politicienne. Il a la comédie, tout ça, bien sûr. Non, mais parce qu'il croyait que Mitterrand était toujours à la cagoule. Oui, certainement. Dimension littéraire et dimension politique de Gérard Depardieu. Quels sont les films, Olivier Daza et Richard Millet, que vous conseilleriez aux internautes de notre émission de regarder parmi les films de Gérard Depardieu? Si vous en aviez 2 ou 3 à conseiller, lesquels conseilleriez-vous? Qui ne sont pas forcément les 3 les plus évidents, parce que c'est difficile. C'est pas évident, mais est-ce qu'il y en a déjà un qui vous sauterait aux yeux, qui vous semble évident, qu'il faut absolument voir? Dites-lui que je l'aime. Dites-lui que je l'aime, de Claude Miller. Claude Miller, qui, hélas, on ne trouve plus. Qui n'est pas en DVD pour l'instant. Qui n'est pas en DVD pour l'instant. Alors ça en fait effectivement un. Sous le soleil de Satan. Sous le soleil de Satan. Je suis bien obligé de le mettre. Qui, lui, est toujours disponible en DVD. Et lequel encore? Pas facile, hein? Pas facile. Peut-être Mammouth aussi. Mammouth qui est intéressant, sociologiquement. Oui. Parce que Depardieu joue presque le contraire de ce qu'il est dans Les Valseuses. Voilà, c'est exactement le retraité, le retraité des valseuses. C'est le vaincu. C'est le vaincu qui va chercher ses fiches de paix pour obtenir sa retraite. C'est terrifiant, quoi. 40 ans après, voilà ce qu'est devenu la France. Un voyou, un ex-voyou devenu découpeur de porc dans une charcuterie industrielle et qui va chercher ses fiches de paix. C'est prodigieux. Voilà. C'est formidable. 40 ans.
l'histoire française. Puis ce côté Easy Rider... Easy Rider des pauvres, du minable, c'est prodigieux. Tout à fait. Vous, Olivier Daza? Il faudrait citer un Bertrand Blier, un Maurice Pialat. Et peut-être un Weber. Absolument, c'est ce que j'allais dire, pour montrer la diversité, mais c'est une très grande diversité. Et parmi les Weber, La Chèvre, le premier peut-être? Oui, La Chèvre, parce que ça repose sur un postulat de comédie qui est tenu pendant 1h30, ce qui n'est pas facile. Oui, alors parce que Les Fugitifs, il y a une note un peu mélancolique qui est introduite par Weber. Dans Les Fugitifs, ce qui est intéressant, c'est qu'il va jusqu'au bout de sa folie personnelle, Francis Weber. Oui, et qui est redoutable quand même. Dans le fond, il y a chez Francis Weber le désir de protéger la virilité. C'est le granit de Pardieu, le caoutchouc, le latex, Pierre Richard, et tout à la fois dans La Chèvre, il y a une image magnifique, c'est que Depardieu, le cartésien, le rationaliste absolu, a accès à une image poétique. À la fin le personnage du film, Campana. Campana. Campana voit Pierre Richard avec la fille de Michel Robin s'éloigner sur un radeau en deux maladroits, et là il regarde, et pour la première fois ce type qui est vraiment un brut de brut, quelqu'un qui ne peut pas croire à ce postulat du maladroit, il n'y croit pas depuis le début, a accès à une image poétique. Oui, c'est très beau, hein. C'est très beau, mine de rien. C'est une remise en cause du cartésianisme. Oui, tout à fait. Plus froid. Il regarde cette image. C'est exactement la fin de Mammouth. Oui. Vous vous souvenez? Absolument. Quand Depardieu, en une espèce de djellaba, passe son bac à 65 ans et compose un poème surréaliste. C'est à peu près le même genre de... Oui. Il y a un film qui est malheureusement un peu raté et qu'on peut regretter parce qu'on aurait voulu qu'il fût réussi quand on connaît Claude Chabrol et quand on connaît Depardieu, qui se connaissaient depuis très longtemps, notamment par le biais de Jean Carmet. Ils buvaient ensemble, ils déconnaient ensemble, ils faisaient de bonne bouffe ensemble. Et malheureusement, le dernier Chabrol avec Gérard Depardieu n'est pas très bon, c'est Bel Ami. Bel Ami, oui. Il y a quelques scènes, bon, on est quand même content de voir Depardieu, mais on sent quand même que les restaurants ont pris le pas sur le cinéma. C'est étrange, hein, cette génération où, dans le fond, les premiers films ont été les meilleurs. Sous le signe du lion pour Éric Rohmer, Le Feu follet pour Louis Malle, ce merveilleux La peau douce. Le Truffaut, oui. Cléo de 5 à 7, c'est vraiment l'idée de la déambulation de la nouvelle vague, où les personnages déambulent tous. Et on a même ça dans le film avec Jacques Perrin et Bruno Kremer. Ils déambulent dans la jungle, perdus. Voilà. Tous ces films, ce sont des déambulations. Déambulation de l'amoureux perdu qui est de Sailly, Cléo qui se déambule dans les rues, le personnage de Maurice René qui vient passer en revue sa jeunesse. Ça caractérise, le personnage de Jess Anne qui déambule dans les rues de Paris, dans la clochardisation. Ça caractérise vraiment ce thème. La nouvelle vague. C'est vrai. Il y a un autre film qu'on cite aussi peu parce qu'il est très axé sur Catherine Deneuve, et Dieu sait que Catherine Deneuve a beaucoup tourné avec Gérard Depardieu durant toute sa carrière. Ils étaient quand même très, très proches, très liés l'un et l'autre. C'est le film Je vous aime de Claude Berry, 1980, où justement Depardieu joue le rôle d'un des amants de Catherine Deneuve. Alors là, on retrouve encore l'amoureux éperdu de la belle Catherine Deneuve. Il y a Depardieu, il y a Gainsbourg, il y a Trintignant, il y a Alain Souchon. Ils sont toute une tapée, si j'ose dire. Et c'est un peu d'ailleurs la vie, à certains égards, je pense, de Catherine Deneuve qui est montrée par Claude Berry. Et Gérard Depardieu fait partie de ses amants. On le retrouvera dans Droit pour une rencontre, Le Dernier Métro, et beaucoup d'autres films. Hein. Le Dernier Métro, reconnaissons à Truffaut une vraie culture de l'époque, car le personnage du scénariste de Truffaut, rappelle-moi son nom. Jean-Louis Richard. Jean-Louis Richard. Dans Vivement Dimanche. Dans le Dernier Métro, il joue le personnage de Lambro, et il se fait appeler dans le film Daxia. Daxia, c'est le pseudonyme d'Alain Lobreau quand il a fait une pièce de théâtre. D'ailleurs, c'est Lobreau qui a fait sa propre critique de... Voilà. D'accord. Il existait une correspondance entre François Truffaut et Rebattet. Oui, d'ailleurs, Philippe Dugue, qui est historien de cinéma et qui a bien connu Rebattet, a pu me montrer une lettre de Lucien Rebattet à François Truffaut, où il l'appelle cher maître. Truffaut appelle Rebattet cher maître. Oui, pardon, ou François Truffaut. C'est Truffaut qui appelle Rebattet cher maître. Oui, pardon. Et non pas le contraire, bien que Rebattet est extrêmement cinéphile. Merci en tout cas Richard Millet. Je rappelle donc votre ouvrage, Le corps politique de Gérard Depardieu aux éditions Pierre-Guillaume Deroux, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies. Et merci aussi Olivier Daza pour avoir parlé aujourd'hui. C'est un livre qui révolutionne la manière de parler du cinéma et d'un acteur. De cette émission et de Gérard Depardieu dans le cadre des Bons Vivants, la France de Gérard Depardieu. Voilà, nous nous retrouvons dans un mois. Merci chers internautes et à très vite.